Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir ce matin au nom d'Oré et d'Aphilog, les deux associations qui vous ont concocté la matinale d'aujourd'hui, mais aussi tout un cycle de conférences sur l'immobilier logistique et ses efforts et ses engagements environnementaux. Quelques mots pour commencer sur nos deux associations. Association multi-acteurs, Oré fédère et anime depuis plus de 25 ans un réseau de près de 200 acteurs engagés, entreprises, collectivités, associations professionnelles et environnementales, organismes académiques et institutionnels, qui visent à échanger et à mettre en place une dynamique environnementale au service des territoires. Les travaux d'Oré et ses réflexions se structurent autour de trois priorités. D'une part, la biodiversité et l'économie, économie circulaire, le reporting RSE et l'ancrage local des entreprises. Oré travaille avec ses adhérents, notamment en groupe de travail et en club métier. Un fonctionnement relativement similaire pour l'association Aphilog, que j'ai l'honneur de diriger, qui existe depuis près de 20 ans et qui travaille sur l'immobilier logistique et la supply chain. Notre association rassemble 120 professionnels de l'immobilier logistique autour des sujets de localisation des plateformes logistiques et de réglementation de ces bâtiments. Nous avons l'ambition d'être des passeurs entre la sphère publique et la sphère privée pour faire en sorte que les dynamiques de marché de notre secteur soient prises en compte par les politiques publiques et aussi en miroir que les politiques publiques soient au mieux prises en compte dans la pratique professionnelle de nos adhérents. Le sujet d'aujourd'hui, qui est à la croisée des préoccupations logistiques et environnementales, porte sur la rénovation énergétique des bâtiments. Les acteurs du secteur n'ont pas attendu les réglementations pour engager leur transition énergétique. Je vous rappelle, certains le savent déjà, la première enquête sur la performance énergétique des bâtiments a été conçue et réalisée par Aphilog en 2012 et 2013. Nous souhaitions aujourd'hui avec Oré évoquer ce sujet parce que le cadre réglementaire s'est étoffé récemment, après plusieurs années de discussion, vous allez le voir. Le décret sur la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, appelé pour les intimes le décret tertiaire, est entré en vigueur en octobre 2019, après près de 10 ans de discussions, d'études, d'attentes. Il s'applique à l'ensemble des bâtiments privés ou publics qui accueillent une activité tertiaire sur 1000 mètres carrés ou plus. Donc, leurs propriétaires sont priés, sont même obligés dorénavant de fixer des objectifs à long terme de performance jusqu'à horizon 2050. Dans ce contexte, deux options s'offrent à eux. Donc, ou bien réduire leur consommation annuelle par rapport à une situation de référence passée, ou bien atteindre des cibles de consommation en fonction du niveau de consommation observé dans les bâtiments neufs du même type. Ça, ce sont les principes. Aujourd'hui, au-delà de ces principes qui nous sont posés, il nous faut passer à l'action. Et je dois vous dire que ce n'est pas sans difficulté, car si ces obligations s'imposeront à nous à très brève échéance, différents calages de la plateforme opérate ou des seuils retenus doivent encore s'opérer. Et je vous avoue, en toute modestie, que nous n'y voyons pas encore particulièrement clair. Armelle Perrier, notre intervenante, vous en dira un mot aussi, je pense. Par ailleurs, depuis 2013, les propriétaires et locataires des locaux commerciaux et de bureaux de plus de 2000 m² doivent produire une annexe environnementale appelée bail vert. Donc, le locataire et le bailleur doivent se communiquer mutuellement des informations relatives aux consommations énergétiques des locaux loués et de planifier des économies d'énergie. Bon, ce dispositif concerne assez peu la logistique, car la part des baux commerciaux n'est pas majoritaire dans notre classe d'actifs. Mais pour ces deux sujets-là, ce que nous souhaitons souligner, c'est qu'une coopération bailleur-preneur est nécessaire et il est important de voir comment. Donc, nous allons aborder ce matin les incidences du décret tertiaire et du régime bail vert sur les professionnels, dont ceux de la logistique, qui sont particulièrement concernés par cette nouvelle réglementation. Nous avons la chance
d'avoir un panel d'intervenants que je laisserai le soin à Grégoire Bretomé de présenter et ensuite d'animer la discussion. Je vous souhaite une bonne matinée à tous. Je ne vais pas pouvoir rester avec vous jusqu'à la fin. Et petite consigne technique habituelle par ces temps de visioconférence, je remercie par avance l'auditoire de bien vouloir couper les micros et les vidéos pendant les présentations. Vous pourrez bien entendu les rallumer pour la séance de questions et d'interaction. Bonne matinée à tous. Merci beaucoup, Diana. Je prends le relais pour introduire notre premier intervenant qui va être Grégory Gutiérrez, avocat associé chez DS Avocats, un cabinet d'avocats international, et qui va nous présenter la législation du décret tertiaire et des baux verts du point de vue juridique. Je vous laisse la parole, Grégory. Merci Grégoire et merci Diana. Bonjour à tous et à toutes. Je fais simplement une précision. DS Avocat est un cabinet certes international, mais avant tout français et ensuite international. Je me permettais simplement d'apporter cette précision. Diana rappelait à juste titre tout à l'heure que les premières démarches liées dans le cadre de la logistique aux préoccupations de performance énergétique des entrepôts est déjà un sujet qui a été travaillé par Afilog depuis 2012-2013, pour une simple raison, qui est que ce dont on parle aujourd'hui est le prolongement d'une série de textes, de séries d'évolutions réglementaires sur lesquelles on va revenir, mais tout ça était en germe déjà depuis à peu près la période des lois Grenelle, puisque c'est à cette époque-là que les préoccupations de performance énergétique des bâtiments a commencé à se transformer progressivement en obligation de droit dur. Au-delà, évidemment, au-delà des approches, je dirais, plus volontaristes et des certifications qui peuvent s'appliquer à l'immeuble. Donc, il faut se rappeler quand même que le décret tertiaire prend sa source dans ces textes-là, et notamment dans les directives européennes. Alors, je ne vois pas, pardon hein, Grégoire, je ne vois pas le support. C'est peut-être normal. Ah si, on le lance. Voilà. Parce qu'il y a un support, donc autant en profiter. Donc, si on peut passer à la slide suivante, enfin même celle d'après, un peu plus loin, ça c'est sur le cabinet. Il faut aller à la page 8 au moins. Voilà. Donc, un petit rappel. D'abord, je vous parlerai à peu près 10 minutes du décret tertiaire. On reviendra après, évidemment, sur les points de détail au moment des questions, mais l'idée, c'est de vous planter un peu le décor, de rappeler un peu des principes clés et de savoir ce qui nous attend demain. En trois aspects. Premier aspect qui est de savoir qu'est-ce que le décret tertiaire. Deuxième aspect qui va être d'identifier quels sont les principes clés à connaître. Et ensuite les déclinaisons de ces principes, c'est-à-dire en fait le régime qui va devoir s'appliquer, même si on ne pourra pas rentrer dans le détail puisque la réglementation devient aujourd'hui assez fournie, mais on va revenir quand même sur un certain nombre de points. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le décret tertiaire? D'abord, le décret tertiaire, ça n'est pas qu'un décret, c'est je dirais un assemblage de textes, une suite de textes, et qui forme en fait une réglementation qui n'est pas encore achevée aujourd'hui, puisqu'il y a encore des textes attendus, dont pour le dernier qui est un arrêté ministériel modificatif qui est en cours de consultation jusqu'au mois de janvier, accessible bien sûr sur le site consultation publique, mais qui prend sa source dans divers textes, et notamment la directive de 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, qui a été, si vous voulez, mis au goût du jour par certaines évolutions, et notamment la Commission européenne, dans sa communication du 11 décembre 2019, a redonné un peu toutes ses couleurs à cette directive, en rappelant tout simplement que du fait de l'objectif zéro carbone et de la nécessité d'accélérer la rénovation des bâtiments, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés, on va voir quel est le périmètre,
il y a nécessairement, on est dans un moment effectivement d'accélération assez importante qui, comme vous le savez certainement, va nous emmener à un objectif de performance attendue en 2050, donc sur 3 décennies. Ensuite, si vous pouvez passer la slide suivante. Tout ça a été ensuite décliné dans une série de textes. Il y a eu évidemment la série des lois Grenelle, et puis est arrivé effectivement un projet de décret qui a fait l'objet d'une annulation par le Conseil d'État pour diverses raisons. Et le législateur a souhaité évidemment donner une assise légale à l'objectif fixé par le décret tertiaire, donc dans la loi Elan du 23 novembre 2018, qui a posé les fondations de cette obligation, puisqu'en fait il s'agit d'une obligation de réduction des consommations d'énergie finale dans les bâtiments dits tertiaires, étant donné que c'est une des principales sources d'économie d'énergie qui va notamment permettre d'atteindre l'objectif dit de zéro carbone d'ici à 2050. Je veux bien que vous passiez la slide suivante. Donc, vous avez différents principes qui sont prévus. Donc, on part de la loi Elan de 2018 qui pose les fondations, la base légale de cette obligation. Vous avez ensuite un décret en juillet 2019 qui est venu préciser l'obligation et les conditions d'application de cette obligation. Et puis, on va le voir, un arrêté ministériel d'avril 2020 qui lui-même va faire l'objet de modifications probablement successives. On en attend une prochaine, puisque le texte est en consultation, on y reviendra. Donc, quels sont les principes ensuite? Les principes du décret tertiaire, c'est d'abord poser une obligation de réduction des consommations d'énergie, d'ailleurs de tout type d'énergie, dans des bâtiments tertiaires. Alors, petit mot de précision sur la notion de bâtiment tertiaire, je devance un peu ce que je vais dire tout à l'heure, mais c'est quand même un élément important. On s'est beaucoup posé de questions, et peut-être même encore un petit peu, sur le périmètre de la typologie de bâtiments concernés, d'activités concernées. En réalité, et d'ailleurs, ça fait l'objet d'un apport qui va être précisé dans le cadre de l'arrêté ministériel modificatif en consultation, qui est que la notion d'activité tertiaire est entendue au sens le plus large possible, c'est-à-dire au sens en fait économique, qui exclut globalement l'habitation, enfin le logement, et les activités, je dirais, purement industrielles. C'est vrai qu'on s'était à l'origine posé des questions sur l'application, le fait que le secteur de la logistique soit non concerné. Évidemment qu'il est concerné, et ça a été évidemment confirmé par les textes récemment publiés. Donc, comment mettre en œuvre cette obligation? Je dirais que l'obligation qui est affectée ici aux assujettis est une obligation de résultat. Libre ensuite aux assujettis d'employer les moyens qui sont nécessaires. Alors, les textes visent un certain nombre de moyens possibles qui peuvent être bien sûr les conditions de réorganiser ou d'améliorer les conditions d'exploitation d'un site, réaliser un certain nombre de travaux de performance améliorant la performance énergétique du bâtiment, mais également jouer sur les équipements et notamment la gestion des équipements, c'est-à-dire la gestion active des équipements au sein des immeubles ou des ensembles immobiliers. Mais la liste n'est pas exhaustive et je dirais que ça, c'est libre aux assujettis de fixer leur plan d'action. Il y a ensuite, autre principe, la possibilité de moduler les objectifs qui vont être assignés à chacun des assujettis. Comme le rappelait en introduction Diana, il y a deux approches possibles. Soit les assujettis partent d'une valeur de référence qui est en fait la consommation de référence prise sur l'année de référence qui peut remonter jusqu'à 2010 sur les bâtiments. Et ensuite, à partir de cette donnée de référence, atteindre les objectifs par période décennale, 2030, 2040 et 2050. C'est-à-dire passer de 40% à 60% d'économie d'énergie par rapport à la donnée de référence, c'est-à-dire par rapport à l'année de référence de consommation. Pour d'autres bâtiments, notamment les plus récents ou ceux qui auraient fait l'objet
déjà d'un certain nombre de mesures d'amélioration de performance énergétique, notamment sur les bâtiments anciens. Il sera probablement plus pertinent d'appliquer l'autre option qui est de prendre pour référence les valeurs absolues. Et je dirais que ça, c'est un sujet chaud, hein, très chaud, puisque les valeurs absolues sont en cours de discussion au sein des différents groupes de travail, dont un certain nombre vont faire l'objet d'une publication, sont d'ailleurs d'ores et déjà visés dans le projet d'arrêté modificatif qui est en cours de consultation. Alors, cette obligation va se traduire par, comme vous le savez certainement, la nécessité d'informer les autorités publiques concernées sur une plateforme numérique les données de consommation annuelles, avec un échéancier à chaque 30 septembre au 30 septembre de chaque année, c'est-à-dire pour la première au 30 septembre de l'année 2021, et ainsi de suite sur les différentes années. Alors, je suis désolé, on ne voit pas nécessairement ce qu'il y a tout en bas du support, mais la dernière idée, le dernier principe qui est consacré par ces textes, c'est évidemment un dispositif de contrôle opéré par l'administration et par ailleurs un dispositif de sanction sur lesquels on reviendra. Alors, comment se vend-il cette obligation? L'intitulé de cette matinale aborde la notion de bail vert et d'annexe environnementale. Alors, peut-être un petit mot sur ce sujet-là. D'abord, le bail vert est quand même un concept avant tout, plus qu'une notion juridique parfaitement définie, bien sûr. Et donc, on est ici dans une direction qui est donnée par ce texte-là, mais pas uniquement par le décret tertiaire, qui est évidemment de verdir, entre guillemets, je dirais, les baux et plus exactement, en fait, les bâtiments. Donc, ce n'est pas tant, en fait, un phénomène de verdissement de bail que, en réalité, un verdissement plus global des bâtiments, sachant que les baux ne sont pas les seuls contrats concernés. Mais donc, il appartient nécessairement aux parties, entre elles, au sein d'un immeuble qui serait occupé par un locataire, de définir ensemble les conditions d'application de cette obligation, puisque le principe étant que les textes visent prioritairement le propriétaire des bâtiments, ce qui paraît logique, mais néanmoins, ce propriétaire n'étant pas nécessairement l'occupant, il peut y avoir en effet une ventilation de cette obligation au sein des relations contractuelles qui devront nécessairement être suivies. Mais il appartient à chaque assujetti de définir les conditions dans lesquelles, s'il est bailleur ou s'il est preneur, de définir les conditions d'application de l'obligation. Alors, quand je vous disais que réduire le sujet au bail est un peu limité, parce qu'en réalité, ce dispositif ne s'applique pas qu'au baux. Il y a une obligation dans le cadre des contrats de cession d'acquisition immobilier, une obligation de reporting, une obligation d'information, également d'ailleurs dans les baux, qu'ils soient d'ailleurs civils ou commerciaux. Il y a une obligation d'information sur l'état, je dirais, l'état de performance du bâtiment et l'état d'avancement du respect de cette obligation, qui d'ailleurs va accompagner d'une certaine manière le dispositif de name and shame dont on parle beaucoup, sur lesquels on va revenir dans le cadre du dispositif de sanction si l'obligation n'est pas correctement appliquée. On a évoqué aussi en introduction tout à l'heure la question de l'annexe environnementale. L'annexe environnementale, comme le disait Diana tout à l'heure, finalement touche assez peu le domaine de la logistique. Il touche plutôt d'autres domaines, mais je dirais que c'est un peu du passé, même si c'est encore un peu de l'actualité, bien sûr, mais l'annexe environnementale n'a pas été conçue à l'époque pour appliquer le dispositif de décret tertiaire. Mais bien sûr que cette annexe peut être un vecteur, ça n'est pas le seul, ce n'est pas le vecteur exclusif. D'ailleurs, les conditions d'application et notamment les seuils de soumission entre l'annexe environnementale et le périmètre du décret tertiaire ne sont pas identiques. Donc, il ne faut pas s'y méprendre. L'annexe n'est pas un outil exclusif, mais il peut être intéressant dans certaines conditions, mais ça n'est pas un élément incontournable.
Alors, oui, il faut passer à la suivante parce que je pense qu'il y a un doublon. Alors, comme le disait Diana tout à l'heure, il y a un seuil de soumission, d'ailleurs, qui a été abaissé, hein, je le précise, par rapport au texte de 2017 qui a été annulé par le Conseil d'État. Je dirais que les conditions ont été assouplies, les conditions d'application dans le temps, mais le périmètre, en réalité, a été élargi, si on étudie bien l'évolution des textes. Ce qui n'est pas étonnant, puisque d'abord, on a perdu un peu de temps depuis toutes ces années, et puis nécessairement, l'approche est une approche en fait assez large des autorités publiques qui consiste à essayer d'appliquer à un maximum de bâtiments l'obligation. Donc, les bâtiments qui vont être concernés sont d'abord évidemment les bâtiments qui hébergent des activités tertiaires au sens où on l'a rappelé tout à l'heure, dès lors que leur surface de plancher atteint ou est supérieure à un seuil de 1000 m², y compris lorsque il y a des activités accessoires à ces activités tertiaires dans les bâtiments dits tertiaires. Ça concerne évidemment les surfaces qui se situent dans les bâtiments à usage mixte, donc il va falloir calculer le cumul de l'ensemble des surfaces de plancher pour vérifier que le seuil est atteint. De la même manière, sont concernés les ensembles immobiliers, les ensembles de bâtiments, qui seront situés sur une unité foncière ou sur un même site, dès lors que ce seuil est dépassé par l'addition des surfaces cumulées. Alors évidemment, ici, on vise principalement les ensembles commerciaux, mais il peut y avoir d'autres types d'ensembles immobiliers qui peuvent être touchés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en cas d'évolution de l'activité, selon que certaines surfaces de plancher cessent d'être occupées ou affectées à l'activité tertiaire, il peut y avoir, enfin, le texte finalement impose une obligation qui a un effet cliquet, c'est-à-dire que même dans l'hypothèse où le bâtiment redescendrait en dessous du seuil, l'obligation continue de s'appliquer. Il y a des cas d'exclusion qui sont finalement très limités, qui sont listés ici. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais sachez qu'il y a quelques cas d'exception, et notamment pour les surfaces qui donnent lieu à des permis de construire délivrés à titre précaire. Un petit rappel simplement, on vous a mis sur le support pour éviter d'avoir à le chercher, la définition de la notion de surface de plancher, puisque ça n'est pas toutes les surfaces qui sont concernées, c'est la surface de plancher au sens du code de l'urbanisme. Donc il y a déjà un certain nombre de surfaces qui vont pouvoir être sorties du calcul pour vérifier si tel ou tel bâtiment ou ensemble immobilier va être soumis à l'obligation en fonction du seuil. Alors ensuite, le régime repose sur un certain nombre de leviers, comme on l'a vu, mais qui ne sont pas exhaustifs, hein. Encore une fois, c'est une obligation d'objectifs et de résultats, libre aux assujettis d'employer les moyens qu'ils souhaitent, qui ne consistent pas nécessairement à des travaux, même si ce sera souvent le cas, notamment des travaux d'isolation. Avec une possibilité de modulation lorsqu'il y a des contraintes techniques ou juridiques ou réglementaires qui viendraient à s'appliquer à un bâtiment ou un ensemble immobilier, qui rendraient impossible l'application des objectifs tels qu'on les a visés tout à l'heure. Il y a un cas de modulation un peu plus général, enfin deux cas, on va dire un peu plus généraux, qui vont concerner les changements de volume. Alors là, ça fait référence à des éléments un peu plus techniques, je ne rentrerai pas dans le détail, mais notamment aux indicateurs d'intensité d'usage, qui vont permettre de faire varier l'objectif en fonction des conditions d'exploitation et d'occupation des bâtiments soumis et des surfaces affectées. Il y a un autre cas général de modulation possible de cette obligation et de l'objectif dans le temps, qui vont concerner les cas où les mesures à prendre représentent un coût disproportionné par rapport aux résultats attendus, sachant que ce coût disproportionné est très encadré, à la fois d'ailleurs par décret et par l'arrêté ministériel d'avril 2020 en cours de modification, sachant que dans le texte en cours de modification, il va y avoir aussi quelques précisions données sur les conditions d'appréciation du temps de retour sur investissement qui peut être attendu, ou à l'inverse qui pourrait être considéré comme disproportionné
par rapport au montant des travaux affectés. Alors, cette modulation ne peut se faire que par le biais d'une demande et s'appuyant sur un dossier technique sur lequel je ne vais pas apporter de détails pour le moment, mais qui est précisé dans l'arrêté et dont le contenu va par ailleurs faire l'objet de précisions nouvelles dans l'arrêté modificatif en cours de consultation. Les objectifs vont faire l'objet d'un contrôle, comme on l'a dit tout à l'heure, par le biais d'une information régulière annuelle qui va être faite par chaque assujetti ou leur mandataire, sachant qu'un propriétaire peut par ailleurs déléguer cette formalité, cette démarche auprès du preneur ou des preneurs qui peuvent être concernés dans certains cas. Donc, il y a une certaine liberté, charge à chacun, évidemment, d'appliquer correctement les conditions qui sont prévues pour rentrer les données dans la plateforme numérique et qui vont par ailleurs être détaillées de façon plus précise encore dans le texte modificatif attendu. Alors, peut-être si on peut passer sur la slide suivante, on vous a mis juste une précision sur les conditions d'atteinte de l'objectif. Comme on le disait tout à l'heure, soit c'est un objectif en valeur relative par rapport à une consommation de référence disponible sur un immeuble, ou soit c'est l'atteinte d'un objectif en valeur absolue par rapport à une valeur absolue fixée pour chaque catégorie d'activité ou sous-catégorie d'activité. Et ce sont ces valeurs qui sont en cours de discussion aujourd'hui et qui vont bientôt être publiées d'ici, en principe, d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine. Alors, un point très important qui est que tout ce système va faire l'objet d'un suivi, d'un contrôle et éventuellement de sanctions qui peuvent être appliquées à chaque assujetti. Alors, il y a un dispositif, je dirais, de contrôle et de sanctions graduelles, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la possibilité pour le préfet, qui est l'autorité ici concernée, de mettre en demeure les assujettis qui auraient manqué à leur obligation de déclaration sur la plateforme, avec donc une première mise en demeure, et lorsque cette mise en demeure est restée sans effet, une publication, une publicité qui est faite sur un site internet des services de l'État, qui correspond à ce fameux dispositif qu'on appelle name and shame, c'est-à-dire finalement une publicité donnée aux mauvais élèves, en d'autres termes, qui n'auraient pas respecté l'obligation. Donc ça, c'est le premier stade. L'autre stade est que lorsque l'objectif n'est pas lui-même respecté, donc l'objectif au terme de la période, des différentes périodes, et notamment du point d'arrivée, qui est la période décennale, donc pour la prochaine, ce sera contrôlé et vérifié en 2031, va être la possibilité pour l'autorité préfectorale de mettre en demeure les contrevenants, d'établir un programme d'action qui lui-même va être soumis à l'approbation du préfet. Donc, vous voyez qu'on est au grade supérieur où là, on est sur la teneur du programme d'action qui va devoir être suivi, ainsi que le calendrier prévisionnel et le plan de financement. Tout ça devant faire l'objet d'une proposition, et si ça n'est pas suivi, ensuite, le préfet peut, lorsqu'il y a une absence de justification du fait que ça n'a pas été mis en place, peut mettre en demeure de façon ensuite individuelle chaque partie sur un bâtiment, propriétaire et locataire, et voire locataire multiple, de se mettre en conformité dans un délai relativement court afin qu'elles établissent elles-mêmes un programme d'action. Alors, le texte dit un programme d'action en conformité avec ses obligations contractuelles, en visant chaque contrevenant, chaque personne. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien comment l'autorité... Est-ce que ça signifie que l'autorité administrative va effectivement prendre en compte, ce qui me paraît moins difficile, mais prendre en compte les obligations de chacune des parties au sein de leurs obligations, au sein de leur contrat, ce qui me paraît difficile en droit, puisque normalement l'autorité publique n'a pas à vérifier le contenu de ses obligations, ce sont des contrats de droit privé. Ça veut plutôt dire que chaque partie, en gros, devra se débrouiller et surtout, au regard de ses propres obligations, faire des propositions. Donc, ça signifie qu'il y a quand même une organisation à anticiper dans les relations contractuelles entre les parties pour anticiper cette éventuelle situation de dysfonctionnement
Donc, il faut évidemment prévoir, je dirais, le pire. Après, il y a un dispositif aussi d'amende administrative qui peut accompagner le dispositif, qui n'est pas très élevé, mais en réalité, on voit très bien que c'est plus les autorités publiques, enfin les pouvoirs publics, pardon, misent plutôt sur, je dirais, l'effet marché, c'est-à-dire l'effet de dévalorisation d'un ensemble immobilier, et par ailleurs lié à ce dispositif de name and shame, plutôt que sur l'amende elle-même, qui n'est pas d'un montant non plus très important, sachant que ça n'est qu'un début. Il n'est pas impossible que ce dispositif évolue vers plus de sévérité, vers plus de fermeté. Alors, quelques mots pour terminer. Il y a évidemment quelques précisions encore attendues. Comme je vous le disais, l'arrêté ministériel du 10 avril 2020 apporte un certain nombre de précisions sur tous les principes qu'on vient d'évoquer rapidement. Et il y a notamment un élément intéressant qui participe en fait de ce dispositif également, de ce dispositif je dirais, d'incitation à être bon élève et à faire les choses le plus vite possible, qui est la notation. C'est-à-dire que la plateforme va être aussi un moyen d'obtenir une attestation sur l'état d'avancement du respect de l'obligation, puisque chaque année, il va y avoir un objectif qui va être recalculé en fonction de divers paramètres, et qui va donner lieu aussi à une notation de l'avancement, de l'état d'avancement du respect de l'obligation, qu'on appelle la notation éco-énergie tertiaire. Il y aura d'ailleurs sur l'attestation qui sera délivrée accessible, il y aura d'ailleurs, je dirais que c'est même première information qui est donnée, il y aura une notation sous la forme d'un petit graphique intéressant, mais qui est assis sur en fait sur une tendance qui doit être suivie, qui est en fait une sorte de moyenne, je ne rentre pas dans le détail, mais qui permet effectivement de vérifier où en sont les assujettis par rapport à ce qui est attendu. Alors, voilà, donc je vais passer vite sur ce support. Vous pouvez passer sur ce support, parce qu'on en a déjà parlé. Alors, pour terminer, pour conclure, voilà en quelques minutes, de façon très sommaire, un résumé de la réglementation qu'on appelle décret tertiaire. Alors, il y a beaucoup de choses, c'est quand même assez technique finalement, cette réglementation. Il faut pas perdre de vue qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui ne sont pas organisées et prévues dans cette réglementation du décret tertiaire, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Dans les choses qui ne sont pas dites, c'est évidemment, ça c'est juste pour faire une transition pour les intervenants qui vont arriver, c'est penser la stratégie. C'est-à-dire qu'il y a forcément, pour respecter ces obligations, il y a forcément une stratégie à opérer à l'échelle d'un patrimoine dans son ensemble, puisqu'on a évoqué la possibilité d'une mutualisation, même si en fait cette mutualisation a un effet très limité, puisque ça ne concerne que chaque propriétaire entité juridique. Donc le patrimoine d'un propriétaire entité juridique peut faire l'objet d'une mutualisation des objectifs, mais on voit très bien qu'il y a une stratégie à opérer qui n'est pas évidemment, qui est induite par les textes, mais qui n'est pas organisée. Et puis surtout, il y a tout je dirais, tout un dispositif contractuel à penser, je dirais même à repenser, dans le cadre de relations contractuelles, notamment entre propriétaires et locataires, mais pas uniquement, également dans les conditions, je dirais, dans la stratégie de vente et de commercialisation d'un certain nombre de portefeuilles d'actifs, en particulier ici pour la logistique. Mais si vous voulez, voilà, ça c'est, je dirais, un peu la face cachée de cette réglementation sur laquelle il reste encore beaucoup à faire. Merci beaucoup, Grégory. Alors, j'ai vu que ça avait suscité beaucoup de questions et ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à l'ensemble des intervenants et de revenir sur les questions à la fin des interventions. Donc, ça me permet d'introduire tout de suite Laure Ferrand, qui est Senior Energy and Sustainability Consultant chez Longevity Partners, qui est un cabinet qui accompagne leurs clients justement dans leur stratégie environnementale. Je vous laisse la parole, Laure. Bonjour, ravie d'être ici, je vous remercie. Est-ce que peut-être on peut mettre le support des slides, comme ça sera un petit peu plus interactif? Merci beaucoup.
Donc, ravie d'être ici. Effectivement, je suis Laure Ferrand de Longevity Partners. Longevity Partners est un cabinet de conseil en développement durable sur la chaîne immobilière. Donc, nous nous concentrons sur des stratégies qui créent de la valeur pour vous accompagner à transitionner en fait sur un modèle décarboné. Sur la chaîne immobilière avec un grand nombre de clients qui sont du domaine de l'industrie logistique. Nos bureaux sont avec une très grande empreinte pan-européenne, avec des bureaux à Londres, Paris, Amsterdam, Munich, et plus récemment une expansion sur le territoire de l'Amérique du Nord avec les États-Unis. Donc une empreinte vraiment globale des équipes qui se concentrent sur des stratégies pan-européennes globales pour des très grands acteurs de la chaîne immobilière. Nos activités sont concentrées sur 3 pôles dont vous voyez quelques axes concrets à l'écran. Le premier est notre capacité à vous accompagner sur des stratégies développement durable, donc vos stratégies RSE et vos programmes de reporting, donc du GRESB, UNPRI, DPEF. Nous vous aidons à accompagner cette performance extra-financière et vos stratégies RSE. La seconde, c'est la certification. Nous sommes les plus grands certifieurs BREEAM In Use au monde avec le plus grand nombre d'assesseurs en interne. Et cette capacité de vraiment gérer des portefeuilles avec des centaines d'actifs, ce qui est unique chez Longevity. Et le troisième axe, celui sur lequel on va peut-être se concentrer aujourd'hui, c'est notre axe implémentation des stratégies RSE, avec en interne des équipes ingénieurs qui ont des compétences en efficacité énergétique, en performance et optimisation du bâtiment, et aussi des ingénieurs en solaire et véhicules électriques qui vous permettent d'avoir des études de faisabilité, mais aussi en tant que Longevity, nous sommes capables de vous fournir des solutions clés en main d'installation de systèmes photovoltaïques. Donc, voilà un petit peu pour l'introduction. Et ce pourquoi nous sommes ici pour vous présenter notre vision du décret tertiaire. Donc cette vision, c'est vraiment une vision que l'on a cultivée avec nos clients existants et que l'on espère cultiver avec vous dans le futur. C'est un message du fait qu'il faut s'extraire de cette mise en conformité pour avoir une vision globale. Notre message, c'est un message positif qui vous dit c'est une opportunité. Donc le décret tertiaire, ça va représenter énormément de travail. C'est un décret qui est très ambitieux et qui est très répressif. Donc pour se sortir un petit peu de cette lourdeur de la mise en conformité, il va falloir aller chercher ce qu'il y a par-delà. Et vraiment pour nous, on veut vous aider à voir l'opportunité qui se cache derrière ce décret tertiaire. Par opportunité, voilà ce que j'entends. Tout d'abord, c'est l'opportunité, une fois pour toutes, de rationaliser en fait vos process de collecte de données. Donc, nombreux d'entre vous se seront déjà peut-être attelés à cet exercice d'aller chercher les consommations, notamment dans le domaine logistique où on est souvent en monolocataire, donc on n'a pas du tout la mainmise en fait sur les consommations. C'est un exercice très compliqué. Et peut-être que le locataire ne va pas comprendre. Donc, vous avez énormément de difficultés à avoir la main sur les consommations et c'est un problème pour le décret tertiaire, mais c'est un problème pour votre gestion RSE globale parce qu'après, vous allez avoir du mal à vraiment comprendre votre empreinte carbone qui devient quelque chose de vraiment très important en stratégie corporate maintenant. Donc, une fois pour toutes, le décret tertiaire vous demande de rationaliser vos process, de faire en sorte que vous ayez accès à vos données locataires. Et il y a beaucoup d'acteurs qui, maintenant sur le marché, vous permettent de collecter automatiquement ces données en allant chercher directement avec des APIs et sur le cloud des relevés de téléfacture. Donc ça va être des solutions techniques qui sont à même de vraiment vous faciliter la vie et de rationaliser ce process et vraiment sortir un petit peu plus d'intérêt de cette data et de ce process de collecte. Donc, premier message. Second message,
c'est que maintenant, bonne nouvelle, la loi vous oblige à avoir une communication avec vos locataires sur ces sujets de développement durable. Donc, en fait, là, vous n'avez pas le choix. Vous n'allez pas pouvoir implémenter le décret tertiaire sans une vraie collaboration avec vos locataires. On ne peut pas le faire avec simplement du répressif. C'est vraiment de la coopération. Et du coup, on vous demande d'engager avec vos locataires. Et vos locataires sont aussi sous le couperet des décret tertiaire. Eux aussi ont l'obligation légale d'agir. Donc, vous avez cet objectif mutuel qui vous oblige à communiquer. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour les locataires avec qui vous avez du mal à engager. Troisièmement, voyons le côté positif, le gouvernement vous demande de réduire vos coûts d'opération de 40% en 2040, 50% et ensuite jusqu'à 60%. Donc ça, c'est 60% d'économie sur vos factures fluides. Et ça, bien sûr, ça veut dire pour un peu moins en logistique, mais sur les parties communes, vous allez réduire vos services charges. Et pour les parties privées, pour les locataires, ça veut dire des bâtiments moins chers à opérer et donc forcément une valeur de l'actif qui s'en retrouve plus ou moins valorisée. Quatrièmement, ça, c'est une opportunité. L'opportunité, c'est qu'on vous encourage à ne pas oublier, pour ceux qui ne connaissent pas, à aller chercher ou à nous consulter pour aller chercher les subventions C2E. Les subventions C2E, elles sont disponibles pour le secteur privé, disponibles aussi pour le secteur logistique, et ce sont des subventions qui vous permettent d'avoir des subventions très parfois jusqu'à 40-60% de votre budget de travaux efficacité énergétique. Et elles sont très facilement abordables. C'est fait pour être utilisé. Donc ça, vraiment, ayez le réflexe et les consultants que vous engagez pour vous aider, ayez le réflexe de les encourager à aller chercher ces subventions pour vous. Pareil, quand vous réalisez vos travaux, il y a une petite méthodologie à avoir et ça, c'est pour ne pas oublier et ça rend l'exercice d'autant plus facile. Cinquièmement, et ça c'est vraiment la vision encore plus globale, donc là même en sortant du locatif et de vos process en interne, quand on vous demande, beaucoup d'entre vous ont des très gros portefeuilles, des portefeuilles pan-européens, globaux, avec des stratégies RSE qui souvent vont vers une réduction carbone et peut-être même vers une stratégie net zéro. Donc là, c'est parfait l'exemple du décret tertiaire parce que c'est vraiment le projet pilote idéal pour des ambitions net zéro. Parce que le net zéro commence toujours par une efficacité énergétique très poussée. Ensuite, on va chercher la production renouvelable et ensuite, dernier recours seulement, la compensation carbone. Donc ici, avec le décret tertiaire, on vous demande de faire du portefeuille français un projet pilote excellent par rapport à l'efficacité énergétique. Et ce projet pilote, vous allez ensuite pouvoir le décliner sur des portefeuilles pan-européens globaux. Et c'est un message à faire remonter peut-être dans vos hiérarchies respectives pour faire porter ce portefeuille français sur une priorisation des stratégies net zéro. Donc voilà pour le message positif, c'est vraiment bien plus qu'une mise en conformité. Après, pour ce qui est de la méthodologie, une méthodologie en 3 phases sur la gauche de cette slide, vous voyez, c'est tout d'abord un état des lieux, un plan d'action. Ensuite, on va aller bien sûr chercher l'efficacité énergétique, les audits énergétiques et l'implémentation. Mais je vais m'attarder sur cette première slide, l'état des lieux et le plan d'action, parce que vraiment, je pense que c'est extrêmement intéressant et puis c'est un process que l'on a mis en place après 1 ou 2 itérations avec certains clients parce qu'on voit que c'est là où le moment est clé pour préparer le décret tertiaire, surtout pour des très gros portefeuilles. Parce que avant d'aller se lancer en fait dans des audits énergétiques, dans des travaux et tout ça, il y a à l'échelle d'un portefeuille une phase de plan d'action et d'état des lieux qui est vraiment nécessaire parce que sinon on ne va pas savoir mettre en place la stratégie vraiment adaptée au portefeuille. Cet état des lieux, on l'organise dans notre
dans notre méthodologie client par 3 étapes clés. Tout d'abord, c'est cet exercice de collecte des données. Donc là, le décret tertiaire vous demande de remonter tous les ans des données. Donc on va s'atteler à l'exercice. Quelles données a-t-on l'emprise en ce moment? Comment les remonter? Est-ce qu'on peut les remonter? Donc en fait, savoir si, et c'est le point petit a, c'est un premier livrable de cette étape, c'est de savoir si on a un besoin d'une plateforme de collecte. Est-ce que vous arrivez à avoir vos données? Et si vous n'y arrivez pas, comment mettre en place la solution qui va vous faciliter la vie sur les années à venir? Une fois que l'on a obtenu ces données, et si on a pu les obtenir, il va falloir faire une petite étape de ce qu'on appelle de benchmarking, et donc pour quantifier les écarts de conformité en fait avec le décret tertiaire. Donc, faire un petit exercice de savoir, voici nos consommations sur les années de référence si on en a, est-ce qu'on peut arriver à moins 40 relativement facilement, et si on n'a pas ces consommations de référence ou si le bâtiment est déjà un petit peu performant, comment est-ce qu'on se compare aux objectifs valeur absolue de kilowattheure par mètre carré? Est-ce qu'on est le triple des valeurs attendues par le bâtiment? Est-ce qu'on est simplement 10% au-dessus? Quantifiez un petit peu l'effort à fournir et votre écart de conformité. Ça va être très utile parce que on va coupler ça avec l'étape petit 2 d'inventaire de vos caractéristiques des actifs. Savoir un petit peu quelle est l'année où ils ont été construits, quels sont les équipements techniques que vous avez installés en ce moment, quelles sont vos infrastructures de comptage et quels sont vos budgets prévisionnels pour les travaux sur ces actifs. Parce qu'après, ce que ça nous permet de faire, c'est d'avoir une vision quantitative et qualitative de tous vos actifs. Et ça mène à cette étape numéro 3 d'étude de risque. Parce que là, ce qu'on va vraiment chercher à savoir, c'est quantifier le risque de chaque actif, l'écart de conformité, mais aussi les opportunités et quelles sont peut-être des stratégies ou des points difficiles qu'on a déjà identifiés avec les locataires. Parce que tout ça, ça va être votre stratégie d'action. Sur des très gros portefeuilles, on ne va pas pouvoir actionner tous les actifs en même temps ou de façon similaire. Il va falloir avoir un plan structuré. Donc, on va connaître sur la droite de la slide ces 3 points vraiment importants à l'étape de l'état des lieux. C'est savoir si vous avez besoin, si vous arrivez à collecter votre donnée, si vous avez besoin de plateformes de collecte, si vous avez besoin de sous-comptage additionnel, là où il va falloir aller chercher une séparation des données use et CVC qui sont dans le décret tertiaire. Et là, il y a des technologies plus ou moins à même, et le smart metering, par exemple, est un sujet qu'il va falloir aborder ensemble. Et dernièrement, cet état de risque et de qualitatif des actifs, c'est savoir quels actifs sont en fait en risque par rapport aux objectifs décret tertiaire. Là, il va falloir vraiment prioriser les audits énergétiques, alors que d'autres sites peut-être ne sont pas prioritaires par rapport aux audits énergétiques, et comment aller chercher une vraie stratégie d'implémentation. Donc ça, c'est vraiment votre étape numéro 1, et je me suis attardée dessus parce que c'est celle que vous devez imaginer pour votre portefeuille dès maintenant. Elle va vous permettre de vraiment avoir votre stratégie de réponse au décret tertiaire et ensuite d'enclencher sur les phases différentes, mais ensuite seulement. Donc, si on peut passer à la prochaine slide. Là, je vais plus ou moins survoler parce qu'effectivement, c'est utile de l'envisager, voir où on va aller, mais pour nous, c'est vraiment une seconde phase. Donc, quand on aura identifié les actifs qui vraiment nécessitent ces audits énergétiques, là, on va aller faire des audits énergétiques parce que l'audit énergétique va nous permettre de répondre en fait à comment combler cet écart de conformité. Donc, un audit énergétique, il va vous permettre de savoir quelles sont les opportunités sur votre site, quelles recommandations de travaux, quels sont les axes d'économie d'énergie par actif et sur le portefeuille. Faire des business cases, des plans d'affaires, en fait, qui sont vos feuilles de route et vos trajectoires aux horizons 2030, 2040, 2050, savoir si on atteint les objectifs à ces périodes clés. Étape numéro 4, on va aligner ces travaux
avec les budgets de maintenance. Vous avez déjà probablement des budgets pluriannuels ou sur 5 ans sur vos travaux de maintenance. Si vous savez que votre chaudière, par exemple, doit être remplacée parce qu'elle est en fin de vie en 2026, c'est à ce moment-là où nous, en tant qu'ingénieurs conseil en audit énergétique, on va vous recommander de phaser vos travaux. On va vous recommander aussi de phaser les subventions C2E parce que c'est tout simplement des très belles subventions qu'il ne faut pas négliger. Et là, on va vous aider aussi à séparer les budgets propriétaires et locataires. Donc, c'est un sujet très dur en fait du décret tertiaire, c'est que tout le monde doit participer. Mais comment et qui fait quoi? Donc ça, c'est un sujet un petit peu épineux, mais sur chaque actif, déjà vos baux de location régissent la plupart de ces relations. Mais si ça devient un petit peu de la négociation en fait commerciale avec vos clients, on va vous aider à séparer un petit peu ces budgets en fonction de quelles mesures bénéficie quel acteur. Et cinquièmement, il va vous falloir un programme de discussion commerciale avec, excusez-moi pour l'anglais sur cette dernière slide, des discussions commerciales avec vos locataires pour les engager parce que, encore une fois, je le répète, ça ne va pas être possible avec une relation de conflit. Maintenant, sur la 3e slide, voilà, tout simplement, là, on passe sur vraiment une phase d'implémentation. C'est la phase de longue haleine chaque année. Remontée annuelle de vos données sur la plateforme Opera. On va aussi suivre les travaux, savoir quels travaux ont été implémentés avec ce plan, ces trajectoires dont on vient de parler sur 2030, 2040, 2050, suivi de vos objectifs et de vos KPIs pour vérifier la réduction, vos objectifs de réduction carbone. Et puis, après, je refais un lien avec ce que j'ai dit précédemment. Ce n'est pas juste le décret tertiaire et cette mise en conformité, c'est toute une dimension d'opportunité globale par rapport à l'industrie logistique et à l'industrie immobilière. Il y a une plus-value à sortir de cet exercice. Donc là, c'est aller chercher quels sont les acquis décret tertiaire sur le portefeuille français et déployer ça sur d'autres actifs qui peut-être en France n'ont pas été sous votre décret tertiaire, mais aussi à l'international. Comment faire du cas français un projet pilote? Comment on l'intègre dans votre stratégie net zéro et comment peut-être on peut se servir de l'implémentation d'un Energy Management System comme l'ISO 50001 pour faciliter sur le long terme ce décret tertiaire. Donc, beaucoup de vos organisations ont déjà l'ISO 14001 et donc l'ISO 50001 possède un tronçon commun de management avec l'ISO 14001. Donc, c'est un petit peu plus à intégrer, mais vraiment, ça s'intègre très bien et ça vous permet de répondre sur le long terme et d'avoir un process intégré de réponse au décret tertiaire. Donc, voici vraiment pour toute la méthodologie Longevity. Je ne m'attarde pas sur le pratico-pratique parce que Thomas, tout comme Longevity, l'explique extrêmement bien. Donc, c'était vraiment ce message de stratégie. Sur le décret tertiaire en logistique, on a la chance d'avoir beaucoup d'axes qui vont nous permettre de répondre entre guillemets facilement au décret tertiaire parce que les postes de consommation sont assez limités. Et Longevity, par exemple, on s'attaque vraiment, notre message, c'est de se respecter la hiérarchie net zéro, d'abord l'efficacité énergétique et ensuite le solaire. Mais tant sur l'efficacité énergétique que sur le solaire, l'industrie logistique a de très très belles opportunités et le décret tertiaire doit vraiment être ce message d'opportunité et pas juste de répressif. Mes mots de clôture, je vous ai mis quelques dates clés qui sont pour nous le calendrier que vous devriez peut-être garder en tête, c'est qu'il ne faut pas attendre. Pour bien faire toute cette étape d'état des lieux et d'engager avec nous et tout ça, vous auriez dû le faire peut-être hier. Donc, maintenant, faisons-le demain. Et il va falloir faire cette étape d'état des lieux. Là, si ce n'est pas sur l'année 2020, puisqu'on glisse gentiment vers Noël, faites-le au moins sur Q1 2021 parce que la deadline de septembre 2021 arrive très, très, très vite. Et ça va vous prendre du temps justement de faire cette étape d'état des lieux, surtout pour les grands portefeuilles, et engager sur vos solutions de remontée de données, sur vos solutions de comptage, sur les communications locataires.
Donc, voici, n'attendez pas, mais beaucoup d'axes très positifs et je suis ravie de répondre à toutes vos questions sur comment Longevity peut vous aider à intégrer tout cela. Merci beaucoup, Laure, c'était très clair. Sans attendre, je laisse la parole à Thomas Caillard, qui est responsable d'activité ingénierie de la performance au cabinet ARP Astrans, qui lui aussi est un cabinet spécialisé dans l'immobilier durable. Je vous laisse la parole, Thomas. Oui, bonjour à toutes et à tous, et merci à Lauré et la Philoc de me donner l'occasion de participer à cette matinale très intéressante. Donc, je vais vous présenter un peu la société Arpastrans rapidement, puis exposer les méthodologies d'accompagnement et notre vision du décret tertiaire également. Ces deux sociétés reconnues dans le domaine du développement durable avec Longevity Partners, donc vous allez retrouver des accointances, mais ce qui prouve que c'est des sujets intéressants et il faut s'y atteler. Et il y a des personnes compétentes pour vous accompagner sur ces sujets. Donc, s'il y a des éventuelles redites, c'est qu'il faut les faire et le sujet est plein de promesses. Donc, plus il y a de monde pour s'y atteler, mieux on se portera. Donc, la société Arpastrans, rapidement, c'est une société qui a été créée en 92, à l'origine sur des métiers de la programmation. Donc, ce serait réparti sur 4 pôles. Donc, un pôle conseil innovation qui est porté sur la programmation, conseil sur les nouveaux usages, planifier les objets programmatiques, mais aussi le numérique au service de l'usage, tout ce qui est smart building et autres. Donc là, on est plutôt en amont de l'acte de construire, élaborer le besoin et la demande. On a un pôle biodiversité ou Gondwana, qui lui, donc, comme son nom l'indique, se charge de toutes les notions de faune, de flore, de trame verte, trame bleue, des infrastructures, ils animent des ateliers et également de l'agriculture urbaine. Un pôle design et aménagement, donc lui qui est chargé de l'aménagement intérieur des bureaux principalement, donc qui a pour vocation de mettre en œuvre des matériaux éco-responsables, à faible émission de particules ou autres, avec la notion de l'utilisateur, toujours au sein des réflexions de l'ensemble des 4 pôles qui sont connectés avec l'utilisateur au milieu, tel qu'on peut le voir sur cette slide. Et le dernier pôle qui va nous intéresser un peu plus particulièrement aujourd'hui, puisque c'est lui qui va être capable de vous accompagner sur les sujets du décret tertiaire, c'est le pôle immobilier responsable ou Astrans. Donc, je vous laisse passer la slide. Donc, c'est un pôle qui se subdivise lui-même en 3 activités. Donc, une activité stratégique, conseil et innovation durable, où là, on traite des notions un peu macro de résilience et d'adaptation du bâtiment, des stratégies de transition énergétique carbone, toutes les notions de confort, santé, bien-être, RSE, inclusion. Donc, voilà, là, on traite à l'échelle du bâtiment, du patrimoine, de la stratégie d'entreprise, donc aussi bien pour des bailleurs que des grands acteurs de l'immobilier. Derrière, on a un pôle conduite de projet durable, donc qui lui vise à assurer la performance environnementale d'un projet, aussi bien à l'échelle du bâtiment que du quartier, à travers des missions en partie de certification, donc avec tout ce que vous connaissez, BREEAM, WELL, Osmose, HQE, aussi bien en construction qu'en exploitation, puisque le projet environnemental, il est aussi bien en phase conception, et puis après, une fois que le bâtiment vit, il faut le garder performant ou le remettre performant. Et derrière, donc le pôle que je dirige, ingénierie de la performance, qui lui regroupe tous les éléments un peu scientifiques, mesurables, quantifiables, qui permettent d'objectiver la performance environnementale d'un projet ou d'un patrimoine. Et donc, soit en phase conception par des logiques de simulation pour projeter un confort thermique, pour projeter une future consommation, pour projeter l'impact d'une rénovation. On va en parler un peu plus tard sur des économies d'énergie et en déduire des temps de retour d'action.
mais aussi tout ce qui est mesure en phase chantier, contrôle, sous couvert des missions de commissioning notamment. C'est bien beau de concevoir un bâtiment au top sur le papier. Derrière, il faut s'assurer qu'il soit bien mis en œuvre par les différents acteurs. Et aujourd'hui, les performances environnementales, et on va y revenir, et notamment énergétiques, sont de plus en plus contraignantes, et le décret tertiaire en fixe des nouvelles. Donc, voilà, tous les acteurs de la construction et de la rénovation doivent agir tous ensemble dans le même but. Et donc, il faut des outils pour arbitrer, pour orienter ces éléments. Et puis, derrière, en phase d'exploitation, donc tous les processus de contrôle, de diagnostic, tels que l'audit énergétique, le rétrocommissioning, les mesures, voilà, pour remettre en place un bâtiment qui aurait dérivé de son usage initial. Ou alors diagnostiquer ces manques pour le remettre dans le droit chemin énergétiquement dans le cadre du décret tertiaire, mais plus largement environnementalement parlant, dans le cadre du travail que nous réalisons chez Arpas Trans. Donc, si on peut passer à la slide suivante, contrairement, on n'a pas discuté avec Laure, mais bon, contrairement à elle, je vais aborder dans l'autre sens. Mais vous allez vous y retrouver également. Donc là, c'est plutôt le pratico-pratique de l'accompagnement décret tertiaire, avec un accompagnement Arpas Trans qui peut être généralisé sur toute la chaîne de valeur, que l'on résume en ces 6 points. Derrière ces points se cache parfois, c'est l'arbre qui cache un peu la forêt, mais voilà, si on peut le résumer, le décret tertiaire et l'accompagnement possible, on peut se concentrer sur ces 6 points. Donc, le point névralgique du décret tertiaire qui a été présenté par Grégory tout à l'heure et repris par Laure, c'est la mise en relation du locataire et du propriétaire, puisque l'assujetti, ça devient une personne, mais en fait, l'objet initial du décret tertiaire, ça reste le bâtiment. Et donc, pour atteindre ces niveaux de performance, de diminution de consommation, tout le monde doit agir, aussi bien le propriétaire que le locataire. Et comme l'expliquait également Grégory, un des leviers qui existent aujourd'hui, et d'où le double titre à la matinale, c'est le bail vert qui est déjà un outil en place pour assurer cette relation. Une fois qu'on a déterminé qui est le porteur du projet et comment se répartit un peu les axes d'amélioration, on a toujours, ça c'est le principe, des gains et des économies, peu importe le domaine, aussi bien en énergie qu'en finance ou autre. Il faut savoir compter ce qu'on a. Donc, il y a la mise en place d'un système de suivi de la consommation, donc soit qui est préexistant, soit qui est à challenger auprès des besoins, comme l'a expliqué Laure auparavant. Donc, en fonction de la taille du patrimoine auquel on s'adresse ou de la finesse de comptage que l'on veut faire, soit on met en œuvre des plateformes dédiées avec des remontées automatiques, soit parfois le suivi Excel sur un bâtiment que l'on a pour le système de management de l'énergie, où la comptabilité peut amplement suffire sur cette thématique. Et une fois qu'on a ça, on va avoir le diagnostic initial, l'état des lieux qui se retrouve dans le point 3, donc avec l'élément un peu charnière de toute cette démarche, qui est la définition de l'année de consommation. Pourquoi charnière? Parce que c'est à partir de cette année de consommation que l'on va en déduire derrière l'effort à produire dans la version valeur relative pour atteindre le gain final d'économie d'énergie en 2050. Donc cette année de référence, elle fait l'objet de contrôle des consommations jusqu'à l'année 2010 au maximum. Et derrière, en fonction, c'est là où on va arbitrer la stratégie que l'on adopte. Donc, on a notre liste de bâtiments, on a l'année de consommation de référence qui, en général, est choisie comme étant la plus consommatrice. À partir du moment où on part du plus haut, les gains sont plus faciles à faire. Et puis, plus on retarde dans le temps, plus on a capacité à intégrer, comme le révoquait Grégory tout à l'heure, des actions d'ores et déjà faites qui viennent bénéficier au gain d'énergie global demandé. Et une fois qu'on a ça, après, sur un ensemble de patrimoine, il va falloir effectivement arbitrer sur des logiques locataires,
patrimonial, au regard des efforts que l'on souhaite faire et au regard de la valeur vénale qui va se retranscrire de cette action. Si on veut vendre notre bâtiment dans 5 ans, peut-être qu'on ne va pas y mettre tous nos capex aujourd'hui, et à ceci près que l'effort n'aura pas été fait et que la personne qui va le racheter a, lui, le même objectif en 2030 sur ce bâtiment. Et donc, l'impact des actions non faites pourrait avoir demain un impact sur la valeur vénale de l'actif. Une fois qu'on a établi ce point de démarrage, qu'on a le point 4, définition des plans d'action, donc c'est là où on va engager majoritairement des audits énergétiques pour définir quelles sont les actions nécessaires pour la mise en œuvre d'eux et qui devront se faire de façon intelligente. On va en reparler juste après. Puis le déploiement des actions, donc là c'est ce que je vous ai évoqué, notamment sous le cadre des missions de commissioning ou autres, c'est-à-dire que voilà, quand on a le plan d'action, il dit si on met ça en place, on gagne 40% à horizon 20 ans. Si on veut éviter d'aller dans le mur, il faut suivre comme il faut la bonne mise en œuvre des équipements, des infrastructures permettant à terme d'assurer ce qu'on a bien voulu imaginer dans le plan d'action. Et après, le principe un peu itératif de suivi des consommations annuellement pour voir si, à partir de l'année de consommation et le point d'arrivée, on reste toujours dans ce tunnel, parce qu'on parle de 30 ans de travail, donc sur 30 ans, il y a des bâtiments qui vont être vendus, des bâtiments qui vont être restructurés, des équipements qui ont le temps d'être changés à minima 2 fois. Donc voilà, c'est une logique au long terme et pas que ponctuelle qu'on peut décider en 2020, tout faire pour arriver en 2050, il va falloir prioriser les éléments. Et donc pour ça, il faut bien faire les choses. Donc ça, c'est l'objet de la slide d'après. Donc j'ai remis trois concepts qu'il est intéressant d'avoir en tête dans le décret tertiaire. Aujourd'hui, le décret tertiaire, on le voit comme une grosse masse de choses à faire pour atteindre les niveaux de consommation d'énergie demandés. Il y a effectivement pas mal de boulot, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut le prendre n'importe comment. Donc, on parle de réduction, on parle d'énergie, il y a quelques principes qu'il faut avoir en tête. Les principes de rénovation énergétique, avant d'attaquer, on sait qu'avec 60%, on va devoir aller faire des gros investissements, potentiellement aller atteindre l'enveloppe et les systèmes assurément. Mais avant ça, il faut recadrer le bâtiment dans son usage, dans sa consommation, au regard de son usage, pour partir d'une page propre, si je puis dire. Puisque si on met en œuvre un nouvel équipement technique froid, par exemple, sur un bâtiment dont la consommation de froid n'était pas optimisée, on va présager d'un temps de retour sur investissement énorme parce qu'on va corriger un gros volume de consommation. Et en fait, demain, quand on va venir ajuster le gaspillage, l'usage de l'utilisateur, on va se retrouver avec une action qui va être détériorée en termes d'investissement et de retour. Donc la chaîne qui est évoquée ici est parfois contre-intuitive par rapport à ce qu'on pense. En termes de CAPEX, on se dit, bon, je fais les plus petits investissements le plus rapidement possible pour gagner la grosse masse des gains et je verrai les gros après. C'est une logique un peu de 80-20 qui est évoquée un peu partout, mais quand il va falloir faire les 20 derniers pourcents, ça va donner un gros effort et parfois décorrélé de la réalité énergétique. Donc, consommer juste, c'est la réduction des gaspillages, des mauvais usages, des mauvaises habitudes. Consommer moins, donc là, c'est le travail d'enveloppe, principalement, pour réduire les besoins, et derrière, consommer mieux. Donc là, j'améliore mes systèmes, j'améliore mes rendements, et in fine, si j'ai la capacité, je viens compenser avec des recours à des énergies gratuites, telles que les chaleurs fatales ou autres, ou des ENR. Ce principe est un peu contre-intuitif, parce que parfois, on se dit, bon, ma chaudière, elle est vieillissante, moins bonne performance, je la change, je vais gagner 15% d'économie sur mon chaud et je vais bien. Sauf que quand j'ai fait ma chaudière avec mon bâtiment actuel, je la dimensionne à 100% du bâtiment actuel et quand je vais faire ma rénovation énergétique d'enveloppe parce que j'en aurai besoin pour atteindre les 60% d'économie d'énergie,
je vais diminuer mes besoins par 30%, 40%, et ma chaudière sera, in fine, surdimensionnée, et donc fonctionnera dans des plages de régime de température ou de puissance qui ne permettront pas d'atteindre les bons niveaux de consommation et de gains espérés. Ça, c'est la partie plutôt technique de la rénovation énergétique. Après, il y a deux autres notions, il faut voir, c'est qu'on parle d'objectifs 2050, donc c'est dans 30 ans. Dans 30 ans, aujourd'hui, on sait que des règlements climatiques, principalement portés par les scénarios du GIEC, montrent une forte évolution climatique et que le bâtiment que l'on va pouvoir restructurer ou les gains que l'on espère à date peuvent être modulés assez fortement à un horizon 2050. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser, comme je vous le disais avant, des systèmes de simulation notamment pour s'aider à se projeter dans qu'est-ce que le bâtiment que l'on souhaite rénover et qu'est-ce qui va être en 2050 pour pouvoir intégrer des notions de modulation de consommation et donc derrière de performance d'équipement ou de temps de retour. Voilà, si je change ma chaudière aujourd'hui et que j'espère avoir 20% de gain, au final en 2050, j'aurai peut-être même pas besoin de me chauffer. Donc, est-ce que j'ai intérêt à changer ma chaudière? Est-ce que je ne dois pas m'orienter sur une autre typologie de système? Et associé à ce dérèglement climatique, il y a aussi toute la notion de confort d'usage. Aujourd'hui, je rénove mon enveloppe, j'en fais un bâtiment très performant. 2050, j'ai pris 3 degrés de température extérieure. Mon bâtiment devient soutenable. Mon système de climatisation n'est plus capable d'assurer un bon confort à mes occupants. Or, le nerf de la guerre dans tout ça, c'est quand même les bâtiments, c'est une chose, mais il faut toujours avoir en tête qu'il est habité, il est occupé, et que c'est parce qu'il y a des gens dedans qui s'y sentent bien, qui font attention, que la pérennité du gain énergétique est viable. Si tout le monde a chaud, ils vont ouvrir les fenêtres. Si tout le monde a froid, on va mettre des convecteurs électriques complémentaires. Donc voilà. Donc tout ça se réfléchit vraiment sur la durée et non pas juste 2020, le décret tertiaire est tombé, j'ai ma première année de déclaration en 2021, je mets tout et puis je mets tout dans le panier, on verra bien ce qui se passe. Donc ça, c'est l'approche structurée. Et derrière, la vision Harpas Trans, mais qui était reprise un peu par Longevity sur d'autres axes, c'est que effectivement, le décret tertiaire, quand on le lit et quand on voit les objectifs, on se dit wow, avec ça, sur la tête, j'en ai pour 10 ans à me remettre, ça va me coûter un bras en investissement. Et derrière, je ne sais même pas, est-ce que je ne vais pas vendre mon bâtiment dans 2 ans voilà. Mais il faut voir qu'en fait, comme l'évoquait Grégory en ouverture, c'est vraiment un objectif de résultat. Et qu'en fait, en termes de moyens, vous avez aujourd'hui une galaxie de choses qui existent déjà et sur lesquelles il faut se reposer. Il faut juste mettre un peu d'huile dans les rouages pour que tout ça s'imbrique bien pour, in fine, arriver aux objectifs du décret tertiaire. Je dis pas qu'on claque des doigts et qu'on y arrive, mais je dis qu'aujourd'hui, par exemple, pour les grandes entreprises, vous avez en place des audits énergétiques tous les 4 ans. Donc, les grandes entreprises, bâtiments de 1000 m², c'est pas forcément corrélé, mais voilà, il y a un mécanisme qui s'auto-alimente où j'ai mon plan d'action, il est d'ores et déjà un peu existant. C'est un mécanisme qui va contribuer à votre démarche bas carbone avec l'objectif français de neutralité carbone à 2050. Aujourd'hui, donc là, c'est un exemple sur un bâtiment de bureau, mais le poids carbone en exploitation, c'est quasiment c'est un gros tiers de son émission carbone sur sa durée de vie. Donc, si on vient mathématiquement qu'on diminue de 60% l'énergie, on va supposer à Isoénergie qu'on vient diminuer de 60% le carbone. C'est pas forcément vrai, mais voilà, donc on a un gros volant d'action carbone parce qu'il faut savoir que derrière le décret tertiaire, quand même, on parle beaucoup kilowattheure, mais le dogme du décret tertiaire, c'est vraiment la neutralité carbone d'origine. Derrière, vous avez déjà des reporting RSE, des stratégies de
de certification d'exploitation qui sont en place, que vous souhaitez mettre en œuvre, le décret tertiaire n'est qu'un élément qui va vous orienter sur vos objectifs, vous aider, et à la limite, c'est une brique énergétique sur laquelle il n'y a plus à se poser de questions, entre guillemets. On a la ligne décret tertiaire qui nous fixe le sujet. Derrière, on a une valeur vénale des actifs qui est directement impactée. Laure en parlait tout à l'heure, avec une diminution des charges d'exploitation. Aujourd'hui, encore une fois, c'est sur un bâtiment de bureau, mais l'énergie, le fluide, c'est de l'ordre d'un quart de la facture d'exploitation d'un bâtiment de bureau. Donc, si on vient diminuer ça de la moitié, c'est toujours ça de prix. Et derrière, une connotation, comme on l'évoquait, vénale, de positionnement du bâtiment en fonction de ce qu'a bien voulu faire le propriétaire et l'utilisateur avant et après. Donc voilà, la vision Arpas 30, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment des opportunités et par le pôle bâtiment durable que je vous ai présenté tout à l'heure, nous disposons de l'ensemble des compétences pour traiter tous ces sujets, que ce soit de l'adaptation au changement climatique, le sujet résilience, que ce soit les stratégies RSE, les audits énergétiques d'un point de vue plus technique, et des visions carbone ou autres. Donc voilà, on a confiance, il faut le faire, on va le faire. Là, vous avez deux acteurs qui partagent une vision homogène sur le sujet et prêts à vous accompagner, et on va y arriver. Merci beaucoup, Thomas. Le son est un peu bizarre. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Donc, je passe la parole tout de suite à Armelle Perrier, qui est directrice du développement durable, responsable environnement Europe de l'entreprise STEF, qui est un leader européen de la logistique sous température dirigée, donc des températures de moins 25 à 15 degrés, et qui possède plus de 515 000 m² de surface de quai et 9 millions de mètres cubes d'entreposage. Je vous laisse la parole, Armelle. Merci, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok. Vous m'avez donné un peu le tournis avec tous les chiffres pour présenter l'entreprise STEF, donc je vais essayer de passer assez rapidement. Par rapport aux deux précédentes interventions, la mienne va aborder le sujet décret tertiaire par un angle tout à fait différent. STEF, on n'est pas une entreprise de conseil, on n'est pas locataire, on est bien propriétaire, exploitant de nos bâtiments, et on fait du tertiaire un petit peu spécifique puisqu'effectivement on fait de la logistique frigo. Donc vous allez entendre des choses assez différentes de ce qu'on a entendu jusqu'à présent, mais qui du coup je pense vont venir bien compléter. Si on peut passer à la slide suivante. Petit rappel, donc, mais on vient de le dire, de qui est STEF et ce qu'on fait. Donc, on est spécialiste du transport et de la logistique sous température dirigée. Température dirigée, ça veut dire qu'on stocke et qu'on transporte des aliments entre moins 18 degrés et plus 15 degrés. Voilà, donc c'est la plage de température sous laquelle on exploite nos bâtiments. Et on est spécialisé dans le transport et le stockage de marchandises alimentaires uniquement. On peut passer la slide suivante. Voilà, ça c'est quelques chiffres pour situer un petit peu nos implantations et quelques métriques. Donc plus de 18 000 collaborateurs, plus de 4 000 véhicules, plus de 240 plateformes en logistique température dirigée en Europe. Et effectivement, quelques mètres carrés et quelques mètres cubes de stockage. On peut passer à la suivante. La consommation d'énergie pour les bâtiments chez STEF en France, on est à peu près, les métriques, c'est 360 gigawattheures à l'année, ce qui représente aujourd'hui 70% de la consommation électrique du groupe. Il faut savoir que STEF est un groupe français à l'origine. Donc, le gros de nos implantations se situe en France, ce qui explique que notre consommation électrique française représente 70% de la consommation électrique globale du groupe. On peut passer la diapo suivante. Je suis désolée pour la qualité des diapositives. Le fond grisé fait mal ressortir. Pour continuer dans les métriques, donc sur les 360 gigawattheures par an,
75% de notre consommation d'électricité est liée à notre production de froid. Donc, on est loin des consommations, de la répartition classique des bâtiments tertiaires. Même quand on parle d'entrepôts, quand c'est des entrepôts qui sont exploités à température ambiante ou à température proche de la température ambiante, la production de froid ne représente pas du tout 75%. Voilà, donc ça, c'est vraiment une spécificité chez nous. On peut passer à la diapo suivante. Face à cette spécificité, le groupe STEF a depuis longtemps décidé de gérer sa consommation d'énergie. La première motivation étant évidemment une motivation économique. C'est ce qui nous a fait bouger il y a un certain nombre d'années en arrière. Doubler de la motivation écologique, puisqu'en réduisant nos consommations d'énergie, on réduit effectivement nos émissions de gaz à effet de serre. Donc là, l'économique sert l'écologique, ce qui n'est pas toujours le cas, donc profitons-en. Le groupe s'est engagé dans une démarche de management de son énergie sur l'ensemble du territoire européen, avec une certification ISO 50001 pour les sites français, mais le système de management de l'énergie est bien déployé sur l'ensemble du groupe. Un système de management de l'énergie, on en a un petit peu évoqué tout à l'heure, comme des solutions à la réduction des consommations d'énergie. C'est des audits énergétiques, c'est de la mise en place de mesures correctives, c'est de la formation à l'exploitation, et c'est aussi, pour nous qui avons la chance de construire nos propres outils de travail, c'est de pouvoir avoir un retour d'expérience au niveau de la conception. Quand on a la chance de pouvoir constater sur le terrain ce qui marche bien et ce qui marche moins bien, on peut en amont sur des extensions ou sur des nouveaux projets adapter notre mode de conception pour arriver à être le plus pertinent possible en termes de consommation d'énergie dans la phase d'exploitation du bâtiment. Les résultats sont là. Entre 2014 et 2019, on a réduit de 22% notre consommation d'électricité. Alors attention, c'est pas une valeur, on n'a pas réduit de 22% notre consommation globale d'électricité, mais c'est bien notre nombre de kilowattheures ramené à notre unité d'exploitation qui est la tonne passée à quai. La tonne exploitée qui va entrer ou sortir de notre entrepôt. Donc, quand on ramène notre consommation globale d'électricité à cette unité d'exploitation, on a un gain de 22% sur les 5 ans. J'ai mis une petite précision également, et on le retrouvera dans l'application du décret tertiaire, c'est que ce chiffre tient compte également des variations de conditions climatiques. On va consommer beaucoup plus d'électricité si on a des moyennes de température élevées, puisque nous, on essaye de refroidir. Et inversement, plus les températures seront basses et plus notre consommation d'électricité sera faible. Ah, donc ces moins 22% tiennent compte de ces variations de climat. On peut passer à la diapo suivante. Je vais exprès un petit peu vite, je voudrais laisser une large place aux questions par la suite. Voilà, si ça va trop vite, on pourra y revenir par la suite, vous n'hésiterez pas. Le décret tertiaire appliqué aux entrepôts frigorifiques. Vous voyez que moi, je ne vous parle pas de rénovation énergétique, puisqu'on est vraiment dans une démarche d'économie d'énergie engagée depuis plusieurs années, et qu'aujourd'hui, on se pose la question de comment est-ce qu'on va exploiter ce qu'on a déjà mis en place et ce qu'on continue à travailler dans le cadre du décret tertiaire. Donc, deux questions principales qu'on se pose sur l'application du décret tertiaire aux entrepôts frigorifiques. La première, c'est comment est-ce qu'on peut standardiser des consommations. Autant, je pense que dans un certain nombre d'activités, ça paraît... je ne vais pas dire que ça paraît simple, parce que c'est jamais simple, mais c'est raisonnablement envisageable de standardiser des consommations de bâtiments tertiaires, que ce soit des bâtiments de bureaux, que ce soit des petits commerces ou des choses comme ça. Sur nos entrepôts frigorifiques, on a ne serait-ce que les variations de température. Je vous parlais de la plage de température de moins 25 à plus 18. Sur ces plages de température-là, il est évident que les consommations d'électricité vont être très, très différentes. Donc. Et puis, on a des activités au sein des entrepôts frigorifiques qui ne sont pas uniquement que du stockage de palettes. On a des activités de préparation de commandes, on a des activités de congélation, de décongélation de marchandises alimentaires. Donc ça donne lieu à des grandes variations. Et ce qu'on constate, nous, aujourd'hui, avec le recul de plusieurs années qu'on a sur l'ensemble de nos entrepôts, c'est que
à date, il nous est très difficile de déterminer une quantité moyenne d'énergie consommée par type d'activité. C'est-à-dire que même quand on fait l'exercice de découper activité par activité l'ensemble de nos sites, on a du mal à retrouver une consommation standard d'une activité à une autre. Donc ça, c'est la première interrogation. Et deuxième interrogation, beaucoup plus concrète, beaucoup plus pratique, c'est comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour adapter notre système de management de l'énergie aux exigences du décret. Même si la finalité est la même, on en a bien conscience, les outils ne sont pas forcément les mêmes. Je vous ai parlé tout à l'heure de notre unité d'exploitation qui était la tonne passée à quai. Vous remarquerez que je ne vous ai absolument pas parlé d'énergie consommée par mètre carré ou par mètre cube. Or, le décret tertiaire ramène toutes les énergies consommées au mètre carré. Donc aujourd'hui, nous, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément faire de manière simple, ou en tout cas, ce n'est pas le choix qu'on a fait, même si c'est une donnée dont on se dispose. Voilà, donc on se pose aujourd'hui ces questions-là pour savoir comment on va pouvoir adapter pour ne pas faire deux systèmes qui cohabitent en parallèle, mais bien intégrer les deux. Donc ça, c'était pour les questions et les interrogations qu'il y a toujours à chaque changement. C'est légitime. Quelles sont les opportunités qu'on voit, nous, aujourd'hui, dans ce décret tertiaire? On l'a entendu déjà tout à l'heure. Première opportunité, déjà, c'est de pouvoir faire un petit peu du benchmark. On est toujours assez avide d'informations et d'échanges sur comment ça se passe à l'extérieur. On a construit notre propre système. Avec nos propres compétences, on a développé nos connaissances sur le sujet, mais il est toujours intéressant à un moment de pouvoir voir un petit peu ce qui se passe chez les autres, comment font les autres et quelles sont les idées qui peuvent être applicables chez nous. Donc le décret tertiaire, mine de rien, ouvre les portes à la discussion, et la preuve en est, c'est qu'on est tous réunis aujourd'hui pour échanger sur ce sujet-là. Donc ça, c'est un premier intérêt. Deuxième intérêt qu'on peut y voir, c'est la possibilité, une opportunité d'affiner notre modèle. Ça fait effectivement plusieurs années que notre modèle a été mis en place. Il tourne, il est éprouvé et approuvé, mais une approche un petit peu différente telle que celle que le décret tertiaire nous apporte va peut-être pouvoir nous permettre d'affiner nos modèles et d'aller un petit peu plus loin dans nos modélisations. Enfin, dernière opportunité, c'est de valoriser notre savoir-faire. Donc ça, c'est une valorisation en interne aujourd'hui, puisqu'on voit que tout le travail qui a été fait jusqu'à présent et l'expertise technique qu'on a construite au sein du groupe sur la maîtrise des consommations d'énergie, c'est quelque chose qui aujourd'hui a beaucoup de valeur, puisque ce décret tertiaire, même s'il va changer nos habitudes, ne va pas bouleverser complètement notre modèle économique et notre manière de travailler. Voilà. Donc ça, c'est une belle opportunité, et c'est toujours une reconnaissance importante, ne serait-ce qu'en interne, du travail fourni jusqu'à présent. On peut passer à la slide suivante. Dernier point, je vous ai fait un petit résumé des étapes à venir pour le développement de la plateforme Opérate, dont on a parlé ici dans les grandes lignes. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire sur cette plateforme. Elle existe, on peut s'y connecter. Mais une fois qu'on est connecté, on ne peut pas y faire grand-chose. Donc, les prochaines échéances, ça sera donc d'ici fin 2020, le premier lot que j'ai appelé lot utilisateur, qui consiste à gérer les habilitations des utilisateurs, à éventuellement mandater une structure prestataire pour faire à notre place l'ensemble des déclarations et des enregistrements dans la plateforme Opérate. Février 2021, il est prévu d'ouvrir le lot 2 sur cette plateforme. Le lot 2, c'est simplement pouvoir déclarer, enfin simplement, ça reste un travail conséquent, mais déclarer les éléments relatifs à nos bâtiments et nos compteurs. D'ici mars 2021, donc c'est le lot 3 qui concerne les consommations. Il va falloir renseigner les critères d'occupation, les critères de modulation des consommations, l'ensemble des consommations qu'on aura choisies, consommation de référence, consommation annuelle, consommation corrigée.
avec visiblement une mise en route des calculs d'objectifs et des calculs de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre. Le lot 4 qui est prévu au deuxième trimestre 2021, à ce moment-là, on aura le contrôle des services de l'État, les plans d'action de rénovation et la définition gestion de la maille de respect des obligations. Et sur le courant de l'année 2021, donc là sans délai spécifique, c'est tout ce qui concerne la restitution avec la communication, notamment au grand public, les fonctionnalités de benchmark et puis les notations éco-énergie tertiaire. Comme le disait, j'ai rien fait d'autre là que de reprendre ce qui est disponible actuellement sur la plateforme Opérate. J'ai essayé de le synthétiser un petit peu. Comme le disait Diana en introduction, il reste encore beaucoup d'incertitudes sur les grands objectifs poursuivis par cette nouvelle réglementation. Tout le monde est d'accord sur le bienfait et sur la nécessité de se mettre des objectifs communs pour avancer en lien avec les objectifs européens. Maintenant, dans la pratique, effectivement, les professionnels ont été pas mal sollicités pour contribuer à la rédaction des différents textes, notamment les consommations, je ne sais plus comment c'est appelé exactement dans le texte, c'est pas les consommations de référence, c'est les consommations cibles, puisqu'effectivement, on a deux possibilités en tant que déclarant, c'est déclarer, c'est viser une économie, une réduction dans un certain pourcentage par rapport à notre consommation de référence, ou alors de viser une valeur cible qui est donnée par type de bâtiment et par type d'activité. Et ces valeurs cibles, aujourd'hui, elles ne sont pas encore définies. Nous, en tant que professionnels, on a été pas mal sollicités sur le sujet. On a énormément de mal à définir ces valeurs cibles. Sur les entrepôts frigos, il y a des valeurs qui ont été, je ne sais pas comment dire, elles n'ont pas été vraiment communiquées, mais en tout cas, on a travaillé sur la définition de ces valeurs cibles pour les entrepôts frigorifiques. Au sein d'Afilog, ces valeurs cibles pour les entrepôts hors frigo n'ont pas été, on n'a pas réussi encore à définir ces valeurs cibles-là. Voilà, donc ça, c'est les difficultés qu'évoquait Diana en introduction. Et effectivement, aujourd'hui, même si l'objectif poursuivi est noble, la mise en musique, à mon avis, risque d'être un petit peu complexe et peut-être un petit peu douloureuse. Voilà, je ne sais pas si ce planning va être tenu par l'administration. Il a déjà été décalé puisque un certain nombre de choses étaient prévues plutôt en 2020. Bon, on sait, comme tout le monde, que cette année a été particulière. Mais voilà, on s'interroge quand même sur ces échéances et le cadre dans lequel il va falloir entrer. Voilà, j'en ai fini pour ma part. Merci beaucoup. Ça va nous permettre de passer au temps de questions. Et j'ai relevé plusieurs questions déjà dans le chat auxquelles a commencé à répondre Grégory directement par écrit, mais je voulais la citer de vive voix pour si vous n'avez pas eu l'occasion de jeter un œil. Donc Grégory, vous nous confirmez que la déduction de la chaleur fatale peut bien être comptabilisée dans les réductions d'énergie. Et peut-être deuxième question en même temps, il y avait une question aussi sur la condition d'application de la surface plancher de 1000 m² et la question de savoir si les surfaces non tertiaires mais accessoires à côté des surfaces tertiaires pouvaient ou étaient comptabilisées dans ces 1000 m². Peut-être une précision sur cette question-là. D'ailleurs, peut-être une précision à donner par la personne qui a posé la question, parce que la réponse que j'ai donnée est que de toute façon, dans tous les cas, les deux types de, je dirais que les deux types de destination ou d'activité sont concernés. Puisqu'on sait que depuis les définitions qui ont été données, notamment dans le premier arrêté
et c'est confirmé dans le projet d'arrêté modificatif qui est en cours de consultation, les activités dites de stockage, logistique et les activités de bureau font partie du secteur tertiaire et donc doivent être comptabilisées au titre des surfaces de plancher, modulo ce que j'ai indiqué tout à l'heure par rapport à la notion de surface de plancher elle-même, qui n'invite pas à comptabiliser l'ensemble des surfaces, mais uniquement les surfaces de plancher au sens du code de l'urbanisme. Alors, ensuite, cette surface, le calcul de cette surface doit intégrer les surfaces qui peuvent se situer sur un ensemble immobilier, c'est-à-dire un ensemble de bâtiments qui pourraient être situés sur une unité foncière ou un même site. La notion de site, d'ailleurs, autant la notion d'unité foncière est une notion déjà à peu près compréhensible du point de vue du droit de l'urbanisme, la notion de site n'est pas définie, mais on peut considérer que cette notion de site peut être assimilée à un ensemble, je dirais, de bâtiments qui ont un lien fonctionnel. Donc, il y a peut-être une zone d'ombre, encore une fois, sur ces notions-là qui ne font pas l'objet de définition. Mais je vous invite éventuellement, je ne sais pas si d'ailleurs l'ADEME n'a pas déjà répondu, il y a une foire aux questions qui est déjà disponible sur le site de la plateforme numérique. Donc je vous invite à y aller parce que je dirais que ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas ça donne une direction sur la façon en tout cas dont l'administration et les autorités qui sont en charge du contrôle vont appliquer leur contrôle, voire sanctionner si le cas échéant. Mais ça peut donner déjà une direction. Et je sais que cette foire aux questions nécessairement est mise à jour régulièrement, et ça fait partie, à mon avis, des sujets ou des questions qui sont nécessairement abordées. D'accord, merci. On avait également une question sur qui sont les assujettis au décret tertiaire. Est-ce que c'est plus le propriétaire ou le preneur de bail? De ce que j'ai compris de votre réponse, c'est plutôt le propriétaire. Donc, j'aimerais bien qu'on ait le retour de Grégory sur le plan juridique et puis peut-être de Laure et Thomas sur comment appréhender la relation avec le locataire, quelles bonnes pratiques peuvent être mises en place sur le terrain pour les engager dans le processus. Alors, oui, comme je le disais tout à l'heure en introduction, finalement, les pouvoirs publics ont fixé cette obligation, je dirais, de façon indépendante par rapport à la situation des immeubles. Finalement, la cible, c'est le bâtiment, avant tout. Évidemment que la personne la plus logiquement concernée va être le propriétaire. D'abord parce que ça touche aux droits de propriété. C'est en général le propriétaire qui va avoir les moyens d'agir sur un bâtiment. Mais bien sûr que dans les situations que l'on vit habituellement sur le marché avec un, voire plusieurs locataires, ce qui pose en plus des questions multiples sur des ensembles complexes avec des parties communes, donc, même si on ne peut pas rentrer dans le détail tout de suite, ce qu'on peut considérer, c'est que les pouvoirs publics ont laissé aux acteurs du marché le soin finalement de s'organiser. Donc, c'est prioritairement le propriétaire, c'est, je dirais, de façon subsidiaire, mais parfois le subsidiaire l'emporte en pratique sur le principal, qui est que d'un point de vue juridique, le locataire va être principalement concerné par les mesures. Et donc ensuite, on aborde un autre sujet qui est le temps 2, le temps suivant, qui est comment on exécute, comment on applique l'obligation dans le cadre d'une relation existante. Pour les relations futures, je dirais que c'est plus facile d'écrire l'histoire. Pour les relations existantes, c'est déjà moins simple parce qu'on a déjà, si vous voulez, un cadre juridique qui va s'appliquer, qui est notamment le cadre contractuel entre les parties. Et là, effectivement, il y a un travail à faire, pas seulement technique et stratégique, mais aussi juridique, qui est d'appréhender le décor juridique, savoir dans quelle situation on est, pour savoir ensuite comment on essaye de faire évoluer les choses au mieux pour intégrer ces nouvelles obligations. Par définition, ces obligations en plus s'appliquent à l'existant. Donc, c'est vrai que c'est une vraie difficulté, mais je dirais qu'il faut appréhender avec un peu de hauteur en se projetant dans l'avenir et assez loin dans l'avenir sur la base de ce qu'ont pu dire mes coéquipiers dans le cadre des présentations qui ont été faites, notamment sur la façon de penser la stratégie, parce que c'est un partenariat finalement à mettre en œuvre entre les différentes parties à un contrat.
Oui. Oui, pour complémenter, peut-être, effectivement, en tant que propriétaire, vous avez tout intérêt à ce que le bâtiment soit mis en conformité parce qu'in fine, c'est vous qui achetez, vendez, louez. Donc, c'est un actif qui ne doit pas se retrouver pénalisé par une non mise en conformité. Par contre, surtout en logistique, beaucoup de configurations seront en shell and core. Donc là, effectivement, on va dire la répartition de quel équipement appartient à quel acteur est très souvent régie par les contrats de fit-out que vous avez fait avec vos locataires et vos contrats de bail. Donc, on aura tendance à dire que ce qui, dans le contrat de bail ou de fit-out, a été installé ou appartient en termes de maintenance aussi au propriétaire, devra être optimisé par le propriétaire et tout ce qui est fit-out secondaire, équipement locataire, devra être optimisé par le locataire. C'est un peu une gestion logique. Après, vous avez tout un pan de négociation commerciale qui va rentrer dedans et puis peut-être des aménagements de loyer. Et puis, on pense notamment sur des systèmes solaires où vous pouvez installer les systèmes solaires donc, sur la toiture, injecter directement sur les TGBT de vos locataires, de sorte à ce qu'ils bénéficient de cette consommation non comptabilisée, du coup, et donc qui déduit vos consommations décrets tertiaires. Et puis là, ça peut être un contrat de droit privé, de PPA, qui vient d'être directement vendu à votre locataire. Super, merci. Thomas, vous souhaitez compléter peut-être? Non, pas spécifiquement. La partie juridique et pratico-pratique ont bien été évoquées. D'accord, ok. Et justement, sur un point d'éclaircissement qui a été demandé sur le volet juridique, c'est à savoir les bâtiments neufs construits après le 24 novembre 2018. Donc, eux, si je comprends bien, ne sont pas touchés par la réglementation décret tertiaire parce qu'on considère qu'ils bénéficient déjà d'obligations suffisantes en termes d'économie d'énergie et donc le décret tertiaire ne s'appliquerait pas à ces bâtiments. Alors, la réponse, le texte ne procède pas par question-réponse, donc ne donne pas explicitement cette réponse-là. Simplement, le texte indique que l'obligation s'applique aux bâtiments existants à la date de publication de la loi. Donc d'ailleurs, c'est le 24, je crois que j'ai écrit le 23, je ne sais plus, enfin bref, c'est le 20, oui, effectivement, je pense que c'est le 24, qui est la date de publication au journal officiel. La logique du texte, c'est de rapprocher le plus possible le niveau de performance des bâtiments existants, des bâtiments récents ou neufs. Donc, selon cette logique-là, pour moi, cette obligation ne s'applique qu'aux bâtiments existants. Après, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Il est possible qu'il y ait d'ailleurs une précision qui soit donnée par le législateur ou les pouvoirs publics sur cette question-là, mais en l'état du texte, si on lit le texte, on a plutôt le sentiment que ça ne s'applique qu'aux bâtiments existants. Alors peut-être que je n'ai pas forcément jusqu'à présent trop réfléchi à cette question, parce que pour moi c'était à peu près évident, mais il n'est pas impossible d'ailleurs que dans la foire aux questions que j'évoquais tout à l'heure, il y ait aussi cette réponse qui soit donnée. Il faudra la vérifier. Okay. Est-ce que Grégory, vous avez peut-être la définition du bâtiment existant pour clarifier une question que peut-être nombre d'entre vous se posent, existant n'étant pas forcément sorti de terre, mais c'est un bâtiment existant au sens qu'un permis de construire a été déposé à la date du 24 novembre 2018. Alors, je n'ai pas la réponse tout de suite, mais je pourrais peut-être l'avoir après. Ok. Et il y a une question aussi sur qui fait l'inventaire des assujettis. Alors, je pense que c'est une question tout autant, je dirais, juridique ou opérationnelle. Alors, je ne sais pas ce qui est visé ici par inventaire des assujettis.
je pense que ça rejoint la première question qu'on posait tout à l'heure, qui est de savoir en gros à qui s'adresse prioritairement l'obligation. Je pense que c'est de la responsabilité des propriétaires, finalement, de mener toutes les campagnes d'action nécessaires pour arriver finalement à obtenir l'information qui va permettre ensuite de mettre en œuvre la stratégie sur l'ensemble d'un portefeuille d'actifs ou d'un patrimoine. Donc, je dirais que c'est aux propriétaires de prendre les devants, il me semble. D'accord. Et on a eu une autre question sur les objectifs sont à atteindre par ensemble immobilier ou par actif, et est-ce que c'est la même chose pour les sanctions? Oui, alors j'ai déjà donné des réponses. En fait, l'approche n'est pas exactement la même à chaque fois. Pour déterminer le périmètre de l'obligation et de savoir quels sont les bâtiments concernés, c'est la notion de bâtiment qui est la notion effective d'un point de vue juridique, à travers le champ d'application qui a été rappelé tout à l'heure. Donc le seuil de 1000 m², les différentes situations s'agissant des 3 hypothèses évoquées dans le texte, qui sont un bâtiment avec une activité tertiaire, voire quelques activités accessoires. La deuxième hypothèse, qui est le bâtiment qui a des usages mixtes ou des activités mixtes, où on comptabilise l'addition des différentes surfaces dites tertiaires. Et troisièmement, qui est la situation, je dirais peut-être la plus complexe, qui concerne l'ensemble des ensembles de bâtiments situés sur une unité foncière ou sur un même site. Donc c'est plutôt la notion de bâtiment attachée aux autres critères successifs qui est effective d'un point de vue juridique. Deuxièmement, sur les sanctions, ce n'est pas le bâtiment qu'on sanctionne. Donc là, en revanche, le sujet de droit, la cible, si vous voulez, dans un raisonnement à mener, c'est l'assujetti. Donc, comme l'indique le texte, d'ailleurs, qui ne fait pas de choix direct, c'est le propriétaire ou, le cas échéant, le preneur à bail. Cette formule est utilisée de façon systématique par le décret et d'ailleurs dans l'arrêté. Et par ailleurs, il y a un troisième volet qui est, je dirais, le volet lié aux possibilités de mutualisation. Et cette possibilité de mutualisation, comme on le sait, on a beaucoup de questions qui se sont posées d'ailleurs au départ, lorsque le décret est sorti, mais on a des réponses aujourd'hui sur la mutualisation qui n'est possible qu'au sein de la mutualisation des consommations, enfin du respect de l'objectif, c'est-à-dire qu'on peut considérer que sur un patrimoine, on peut s'autoriser à avoir des passoires énergétiques et pour finalement se concentrer sur d'autres bâtiments, l'ensemble de bâtiments. C'est une stratégie à opérer au sein d'un ensemble, enfin, d'un patrimoine. Mais cette possibilité de mutualisation n'est limitée qu'au patrimoine d'un seul propriétaire, c'est-à-dire au patrimoine détenu par une entité juridique. En tout cas, c'est l'état des textes aujourd'hui, tels qu'ils sont précisés par l'arrêté ministériel de 2020. C'est le patrimoine détenu par un seul propriétaire, entité juridique. Donc c'est vrai que dans le cadre, par exemple, de sociétés de gestion de portefeuille ou de fonds d'investissement, on va avoir bien souvent une entité détenant un bâtiment ou un ensemble de bâtiments. Et dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir mutualiser sur l'ensemble du patrimoine. En revanche, on peut mutualiser sur un ensemble de bâtiments, si tant est que ce soit pertinent d'ailleurs. Oui. Alors, on a fait pas mal de questions juridiques. J'aimerais rebondir un peu sur l'intervention d'Armel Perrier qui soulignait un peu la difficulté d'avoir des informations sur quelles sont les valeurs absolues qui sont une option de valeur de référence pour choisir les efforts que va faire l'entreprise. Et deuxièmement, la difficulté peut-être de traduire leurs données sur la plateforme Operate. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez des bonnes pratiques, des conseils à donner sur ces deux questions. Voilà. Ou... je ne sais pas qui prend la parole. Je peux répondre sur une partie. Donc, effectivement, les objectifs en valeur absolue, ce seront des objectifs en kilowattheure par mètre carré. Là, il y a effectivement un arrêté qui est sorti, il me semble,
le 8 octobre, qui était en consultation et qui peut-être maintenant est confirmée. Donc, on a de ces valeurs kilowattheure par mètre carré indicatives qui sont sorties pour les immeubles logistiques et de bureaux, mais pas encore pour tout ce qui est le reste du secteur tertiaire. Ce qui est important pour retenir sur ce calcul du kilowattheure par mètre carré, c'est qu'il va falloir être capable de séparer les composantes, ce qu'ils appellent USE et CVC. CVC, chauffage, ventilation, climatisation, et USE, c'est l'usage spécifique des équipements. Donc typiquement, sans sous-comptage, ça va être très compliqué d'arriver à séparer un petit peu les usages d'un bâtiment, et c'est là où des solutions de smart metering, de désagrégation du signal électrique en profil par usage vont pouvoir nous aider pour répondre à tout ça et se mettre en conformité sur des calculs de kilowattheure par usage, par mètre carré, et qui sont aussi modulés par rapport à la zone géographique du bâtiment en France. Merci. Et sur la façon de renseigner la plateforme Operate, ça, il y a des conseils à donner. Enfin, est-ce qu'il y a un accompagnement qui peut être fait sur ce point? On attend toujours un peu la formalisation de la typologie de données attendues et la forme d'un point de vue purement logiciel informatique. Et derrière, il faudra adapter la typologie de collecte d'informations pour coller au mieux aux données demandées. Aujourd'hui, les grands acteurs des plateformes automatisées ont d'ores et déjà prévu des modules qui permettront de pousser directement sous un format préétabli, CSV ou autre. On ne sait pas encore comment ça va sortir, mais les données pour qu'elles soient intégrées directement dans la plateforme. Si on n'utilise pas ce type de plateforme de remontée de consommation automatisée, il faudra se conformer à la nomenclature et au cadre qui sortira sur la plateforme Opera. Voilà, j'ai envie de dire, c'est juste de la mise en forme de données, et en fonction des données demandées, il faudra bien orienter le système de comptage et de sous-comptage pour qu'on puisse orienter après les bonnes valeurs dans les bonnes cases. Okay. Et Armelle, peut-être, j'avais noté la question, vous disiez comment standardiser les consommations. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendiez par là? Ce que j'entends par là, c'est que ce qu'il est prévu, c'est d'avoir des valeurs cibles par type d'usage. Quand je prends l'exemple, alors je prends l'exemple d'un salon de coiffure qui est un bâtiment tertiaire. On imagine assez facilement, mais là encore peut-être que je me trompe, mais que standardiser la consommation d'un salon de coiffure au mètre carré en faisant varier les clients accueillis, le nombre d'heures d'ouverture, etc., on doit pouvoir arriver à faire des choses relativement simples, en tout cas pas trop complexes. Quand on parle des entrepôts frigorifiques, et c'est ce que j'expliquais, on a des activités qui sont extrêmement différentes, qui sont consommatrices d'électricité de manière extrêmement différente, et on a énormément de variabilité, même sur un même type d'activité, d'un bâtiment à l'autre, même si on réajuste par rapport aux variations du climat, etc. On se rend compte, nous, aujourd'hui, avec près de 10 ans de retour d'expérience et de mesure de ces consommations, qu'on n'a pas un modèle, unique, et la consommation, même ramenée au mètre carré, au mètre cube, à la tonne exploitée, peu importe, on a des valeurs qui sont extrêmement disparates pour une même activité d'un bâtiment à l'autre. Donc, ça nous paraît très compliqué d'avoir une valeur cible unique pour une activité d'une profession. Voilà, mais ça encore, la plateforme permettra de recalculer ces valeurs cibles, je crois, en prenant compte les valeurs qui auront été renseignées par l'ensemble des professionnels entre 2020 et 2023. Je crois qu'il est prévu un recalcul de ces valeurs cibles pour s'assurer que les valeurs initialement prévues correspondent à la réalité de la profession. Donc, il faudra peut-être attendre 2023, voire 2024 pour avoir une idée un petit peu plus précise de ces valeurs cibles.
Oui, on va certainement apprendre en faisant. C'est ce que vous dites un peu, que ça va évoluer en fonction des premières données, des premiers reporting. D'accord. On avait également une autre question sur le lien entre le décret tertiaire et les actifs industriels. Grégory, je crois que vous aviez commencé à répondre sur cette question. Est-ce que le décret tertiaire s'applique à tous les bâtiments du secteur tertiaire au sens économique, actifs industriels compris? Oui, je confirme. D'ailleurs, dans le projet, encore une fois, la notion de tertiaire est entendue au sens large. Et donc, d'ailleurs, le projet d'arrêté modificatif en cours de consultation apporte des précisions à ce sujet-là. Dans le droit fil, d'ailleurs, des réponses qui ont déjà été données sur la plateforme numérique dans la foire aux questions, que je vous invite à aller voir. Je n'ai pas forcément là le document sous les yeux, je suis en train de le rechercher. Mais il est ici. Vous allez voir le projet, qui vous indique que l'activité tertiaire est une activité économique qui ne relève pas du secteur primaire ou du secteur secondaire. Donc le secteur primaire regroupe les activités dont la finalité consiste en une exploitation des ressources naturelles, donc agriculture, élevage, pêche, exploitation forestière, etc. Le secteur secondaire regroupe l'ensemble des activités consistant en une transformation plus ou moins élaborée de matières premières. Donc là, on est dans l'industrie, au sens où on l'entend habituellement au sens économique. Et ensuite, il y a tout le reste, c'est-à-dire le tertiaire, qui est là pour le coup est concerné par le décret. Donc bâtiment industriel, tout dépend de savoir ce qu'on entend par industriel. Un bâtiment, une plateforme logistique, par exemple, on pourrait considérer que c'est un bâtiment industriel d'une certaine manière. Mais néanmoins, au sens du décret tertiaire, ça n'est pas une activité industrielle, mais bien une activité tertiaire. D'accord, très bien. On arrive presque au bout de cette matinale. Merci Lord qui vient de partager dans les commentaires l'adresse de la plateforme Opérate et la foire aux questions dont parlait Grégory. Est-ce que vous avez une dernière question à poser dans le chat parmi les participants ou parmi les intervenants, une précision que vous souhaitez ajouter en conclusion? Alors, juste un mot de conclusion pour d'ailleurs rebondir sur ce que disait Laure tout à l'heure. On n'en a pas trop parlé. Ce n'était pas non plus l'objet principal de la matinale, mais il y a un vrai sujet sur le financement des mesures. Parce que, on a beau avoir toutes les réflexions possibles et imaginables sur le plan de la stratégie, sur le plan opérationnel, sur le plan contractuel, mais je pense que le financement est vraiment le nerf de la guerre. C'est un vrai sujet. Sur lequel d'ailleurs nombre d'acteurs commencent vraiment à s'interroger. Le dispositif DC2E, par exemple, est un vrai vivier, un vrai système, mécanisme d'abord qui est déjà éprouvé depuis longtemps, qui peut vraiment être intéressant. Encore faut-il savoir bien l'utiliser, puisqu'il fait lui-même appel à une réglementation relativement complexe, extrêmement contrôlée, je dirais surcontrôlée, notamment depuis la loi énergie-climat, qui a donné de nouvelles prérogatives, de nouveaux pouvoirs de contrôle assez importants et notamment de sanctions au pôle national des C2E, qui est l'entité du ministère qui est en charge de délivrer les C2E et de les contrôler. Mais si on sait bien s'y prendre, c'est en effet un beau levier. Donc il ne faut pas négliger cette possibilité-là, à condition bien évidemment d'anticiper. Super, oui. Toutes les aides sont bonnes à prendre. Si on n'a pas d'autres questions et pas d'autres interventions, je vais vous remercier tous, d'abord les intervenants d'avoir partagé leurs connaissances sur le sujet et les participants d'avoir suivi cette matinale. Voilà, merci à tous et puis une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. À très bientôt. Bonne journée.